la dernière définition qu'il fallait donner. Deuxièmement, quelques autres définitions. L'accident catastrophique à effet limité, c'est une situation donc, qui entraîne un afflux brutal, mais qui reste quand même, comme on le dit, relativement limité de victimes, quel que soit le degré d'atteinte de ces victimes, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et un élément essentiel de l'accident catastrophique à effet limité, c'est que les structures sanitaires de la zone de l'accident ne sont pas modifiées. C'est-à-dire que les hôpitaux ne sont pas touchés, les moyens de secours ne sont pas touchés, et ils vont pouvoir intervenir pour prendre en charge ces nombreuses victimes. On parlera plus de catastrophes à moyenne dépassée lorsque la chaîne médicale ou la chaîne de secours est aussi atteinte par le sinistre et ne peut plus porter secours finalement. Et on va être obligé à ce moment-là de faire appel à des renforts extérieurs. Et c'est dans ce cas-là qu'on parlera à ce moment-là de catastrophe à moyenne dépassée. Autre définition, le repérage secouriste, on va y revenir, c'est l'action qui a pour but, lors d'une situation en nombreuses victimes, de localiser, dénombrer et d'évaluer l'état de gravité immédiat d'une victime afin de déterminer les gestes de premier secours secouriste à réaliser et de définir la priorité de prise en charge médicale. Donc, on parlera de repérage secouriste et on le reverra tout à l'heure dans la définition du repérage. C'est une action qui est secouriste, elle n'a rien à voir avec le triage médical, qui lui a d'autres objectifs, d'autres buts, mais le repérage secouriste a un intérêt immédiat, opérationnel pour la chaîne secouriste et beaucoup moins ensuite pour la chaîne médicale. Par contre, ça nous permet malgré tout de faire un choix, de décider quelles sont les premières victimes que l'on va prendre en charge, sur la façon dont on va les prendre en charge, et ensuite, quelles sont celles qui nécessitent un avis médical le plus rapidement possible. On parle de blessés lorsque la personne présente une atteinte physique, et bien sûr qui justifie des premiers secours. Ces blessés peuvent avoir des caractéristiques qui sont différentes d'une situation à l'autre, et ces caractéristiques-là peuvent influer l'organisation des secours, que ce soit les dominantes lésionnelles. Si on a beaucoup traumatisé, bien, ça va mobiliser des moyens des moyens notamment de secours qui sont utilisés pour prendre en charge des victimes traumatisées, des attelles, des moyens de relevage, des moyens d'immobilisation qui seront en grand nombre, et c'est parfois ce qui va nous poser souci parce qu'on n'en aura pas suffisamment. Le nombre, bien sûr, intervient, l'âge aussi, les nationalités, ce qui pose aussi des problèmes, notamment dans la façon de communiquer avec ces nombreuses victimes, ainsi que la répartition géographique. Lorsque vous avez une situation qui est unique dans une zone qui est relativement limitée, c'est souvent plus facile que d'avoir des victimes qui sont éparpillées sur plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres. On parlera de victime indemne lorsque la victime n'est pas blessée physiquement. Elle peut avoir une atteinte psychologique, mais elle n'est pas blessée physiquement et on dira à ce moment-là qu'elle est indemne. Et ces personnes indemnes qui ne sont pas blessées physiquement sont souvent accueillies ensuite dans des centres d'accueil des impliqués où elles peuvent obtenir un soutien psychologique. L'impliqué, ça représente un peu tout le monde, c'est la personne la personne qui sera impactée par une situation catastrophique, qu'elle soit atteinte physiquement ou non, ou qu'elle soit concernée, j'allais dire, mais cependant directement, par le sinistre lui-même. Ça peut être aussi une atteinte qui est matérielle, hein. On peut avoir perdu sa voiture, on peut avoir perdu sa maison, et dans ce cas-là, même si on n'était pas là immédiatement sur les lieux de l'accident, on est impliqué par le sinistre parce que indirectement, il a entraîné, comme je vous l'ai dit ici, une destruction, par exemple, de votre appartement, de votre maison, et vous ne pouvez plus donc y retourner, et donc vous devez malgré tout être pris en charge par les secours. Enfin, on parle de victimes décédées lorsque le décès est constaté par un médecin. Ça, c'est la loi, c'est comme ça. Même si, effectivement, on peut considérer qu'une victime est décédée la loi le précise, lorsqu'on n'est pas médecin, que si la victime, finalement, présente des signes évidents de décès, notamment la lividité cadavérique, ou alors plus secouriste, c'est-à-dire des démembrements, voire une séparation de la tête du tronc de la victime, ce qui signe à ce moment-là le décès. Mais en règle générale, un décès n'est constaté que par un médecin. Alors, ces situations à nombreuses victimes, vous pouvez les rencontrer dans différentes situations. En ce qui concerne les accidents sociaux, on fait beaucoup de dispositifs de secours avec des publics, parfois des publics importants. Parfois, on n'attendait pas autant de publics, autant de personnes, et on est parfois surpris par le nombre de personnes. Et bien sûr, le risque, c'est la survenue de phénomènes de panique qui peuvent entraîner des déplacements de foule qui sont absolument inconsidérés, avec des écrasements de personnes, des piétinements de personnes.
quel que soit le DPS, on n'est jamais à l'abri d'une agression collective par arme à feu, par explosif ou par incendie, et on peut le retrouver, voire parfois avec des prises d'otages, mais ce sont des situations qui sont très particulières. Mais par contre, les explosions et les agressions par arme à feu, voire par arme blanche, dans des dispositifs prudentiels de secours peuvent naturellement se voir. Ça peut être des accidents de trafic. Alors, les accidents de trafic en poste de secours sont souvent lorsque l'on fait des courses à véhicules à moteur, que ce soit des véhicules, des motos, que ce soit des rallyes. Et on a plusieurs situations qui sont survenues, de sortie de véhicules de la route qui vont foncer sur le public qui est autour. C'est valable pour les véhicules à moteur. Bon, je n'ai pas parlé de catastrophes aériennes, mais ça s'est aussi vu. Notamment en Allemagne, lors d'un meeting aérien où deux avions se sont percutés et les morceaux d'avion se sont effondrés, notamment sur la foule qui était en dessous. Les incendies, notamment lorsque l'on participe à la couverture sanitaire à la suite de feux de forêt, on peut se retrouver là aussi dans des situations avec de nombreuses victimes. Si par exemple vous avez des populations qui sont coincées, voire intoxiquées par des fumées d'incendie, les catastrophes naturelles peuvent, même dans les dispositifs de secours, nous poser des soucis. Dans les dispositifs, on parle souvent des catastrophes liées au climat, particulièrement liées à la chaleur. Notamment, là, actuellement, le climat semble devenir de plus en plus chaud. Et naturellement, lorsque vous faites des dispositifs de secours avec des personnes qui sont exposées à la chaleur, il y a un risque de voir apparaître de nombreux accidents liés à cette chaleur. Et puis, vous avez de multiples victimes et vous êtes en mode poste de secours et on commence à vous amener des victimes et puis elles arrivent en grand nombre et là vous vous trouvez brutalement en situation de multiples victimes puisque vous ne pouvez plus en prendre en charge toutes les victimes que l'on vous amène. Ensuite, beaucoup plus rares sont les intoxications collectives. Ça peut se voir là aussi dans des dispositifs de secours importants. On le voit aussi, si j'en fais référence aux Jeux Olympiques actuels, il y a des dispositifs qui sont pris en charge justement pour lutter contre ces intoxications collectives que l'on pourrait rencontrer. Dans des manifestations, vous avez de nombreuses foules qui sont présentes, même les forces de police ou l'ARS, c'est-à-dire les services d'hygiène, ne peuvent pas contrôler tous les vendeurs de produits alimentaires. Et parfois, ben, il y a des produits alimentaires qui sont infectés et qui vont entraîner des intoxications collectives. Et c'est toujours assez difficile à gérer lorsque vous avez de nombreuses personnes qui présentent des troubles digestifs. Voilà quelques causes. Juste un bref rappel de la chaîne médicale de secours. Je vous rappelle que à la suite d'un événement, le principe est d'habitude de rassembler les victimes dans des points de rassemblement des victimes. Ils peuvent être valides, ils peuvent être invalides, mais on a des points où l'on va rassembler les victimes parce qu'on va rentabiliser nos moyens. Le dégagement de ces personnes, c'est ce qu'on appelle l'extraction pour les amener de l'événement sur le point de rassemblement de victimes, particulièrement lorsque l'événement se trouve dans une zone où les risques sont persistants. Le principe ensuite, c'est soit de transformer ces points de rassemblement de victimes, soit d'acheminer ces victimes sur des postes médicaux avancés. Dans le poste médical avancé, il y a habituellement une entrée, une prise en charge des victimes, un traitement des victimes et ensuite une sortie qui est régulée et une évacuation des victimes par les noria d'évacuation qui se fait vers les centres hospitaliers. Les personnes qui sont valides et qui sont indemnes, qui n'ont pas de blessures physiques, comme vous le savez, elles sont habituellement évacuées vers des centres d'accueil des impliqués, des CAI. Là, il y a une ancienne dénomination sur le schéma. Et ce sont dans ces centres d'accueil des impliqués, voire à proximité aussi des PMA, que l'on peut prendre en charge des victimes qui auraient des atteintes psychologiques plus ou moins importantes, notamment sur des postes des cellules d'accueil dans des personnes qui sont présentes des difficultés psychologiques, notamment avec les CUMP qui vont intervenir à ce niveau-là, souvent soutenus d'ailleurs par des secouristes qui participent généralement à ces prises en charge. Et vous savez, on vous a suffisamment parlé de cela, et puis on vous forme aussi pour cela, pour que vous puissiez donner la première aide aux personnes qui présentent des atteintes psychologiques à la suite de ces sinistres. Donc ça, cette chaîne de secours, vous la retrouvez dans tous les plans de secours. Je vais juste vous parler des plans de secours parce qu'il existe au niveau national, ce qu'on appelle les plans nombreuses victimes, les plans NOVI. Ces plans de secours sont repris au niveau de chaque préfecture qui réalise ce qu'on appelle le plan de secours départemental de prise en charge de nombreuses victimes et qui met en œuvre les différents moyens de secours qui peuvent être mis en place au sein d'un territoire et notamment au sein d'un département, avec bien sûr les pompiers, avec les moyens médicaux, les SAMU, les SMUR, mais aussi avec les associations agréées de sécurité civile qui sont là aussi faites pour ça, pour apporter une aide dans ces plans de secours.
Normalement, vous devez être associé à la création de ces plans et surtout, bon, ces plans ne se font pas en permanence, ils sont revus régulièrement. Il est important de les connaître car il y a souvent des spécificités locales dans chaque plan et vous devez naturellement respecter ces spécificités locales parce qu'il faut parler tous le même langage et il faut aussi opérationnellement réagir tous de la même façon pour être très efficace et il faut donc ne pas oublier de travailler avec les autres organismes, avec les pompiers, avec les SAMU, avec la police, avec la CUP, avec donc tous ceux qui interviennent, notamment avec les autorités municipales, qui interviennent notamment dans ces dispositifs de secours, tout cela étant géré au niveau préfectoral. Donc, n'oubliez pas de prendre connaissance de ces dispositifs de secours. Ils sont parfois pas tout à fait identiques, même s'il y a une trame commune pour tout le monde. Il existe souvent des spécificités locales et vous devez être au courant de ces spécificités locales. Revenons maintenant à la première action de notre équipe qui est sur les lieux. On va la dérouler en 3 étapes. Premièrement, comment je peux me préparer à cette situation à nombreuses victimes, c'est-à-dire comment je peux préparer les premières actions de la première équipe qui se trouve face à une situation à nombreuses victimes, comment je vais agir ensuite lorsque cela survient, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour évaluer nos réactions et mettre en place des mesures ou des contre-mesures ou des mesures de mise à jour si c'est nécessaire. Donc, on va voir donc ces 3 étapes-là. La préparation, elle débute souvent avant de partir en mission. Alors, c'est un petit peu le rôle de vos responsables et de vos responsables d'activité, c'est d'essayer, lorsque l'on prépare un poste de secours, un dispositif de secours, non seulement, bien sûr, de tout mettre en œuvre pour répondre à la demande qui est réalisée par l'organisateur, mais aussi de penser que certaines manifestations peuvent entraîner des sinistres qui ne sont pas forcément attendus, mais qui pourraient survenir, et il faut donc déjà s'y préparer. Il faut essayer d'imaginer ce qui pourrait survenir. Comme je vous l'ai dit, si l'on va faire un dispositif de secours pour une course de côte, pour un rallye, dans un stade, eh bien, il faut imaginer les différents types de situations en nombreuses victimes que l'on pourrait rencontrer pour pouvoir déjà, notamment lors des exercices, se préparer à cette réaction des premières équipes lorsqu'on se retrouve sur place. Bien souvent d'ailleurs, dans ces dispositifs de secours, les autres services de secours publics ne sont pas là. Donc, on va se retrouver tout seul. Et c'est nous qui aurons la charge de ces 5 premières minutes, comme je dis, avant que les secours publics arrivent et mettent en œuvre les procédures qu'eux, ils mettent en œuvre dans ces situations à nombreuses victimes. Donc, nous, Croix-Rouge, Croix-Blanche, UNAS, Ordre de Malte, qu'est-ce qu'on fait si une situation à nombreuses victimes nous tombe sur les bras alors que l'on est seul? Et c'est surtout ça que l'on veut envisager. Il nous faut des moyens de protection parce qu'il faut agir en toute sécurité, notamment avec nos tenues. Parfois, alors les tenues, il faut au minimum, notamment lorsque les risques sont importants, avoir des casques. Il faut avoir la tenue classique parce que c'est déjà une tenue de protection, parce qu'elle vous identifie, parce qu'elles sont souvent associées à des moyens de réflexion qui permettent de vous localiser. N'oubliez pas les moyens de balisage que l'on peut avoir, notamment dans vos VPSP, dans vos ambulances. Ce sont les rubalises qui sont des moyens qui peuvent très bien être utilisés, mais aussi que l'on peut prévoir à l'avance. On peut très bien demander aux municipalités de vous fournir des barrières classiques qui vous permettent notamment de mettre en protection votre poste de secours. Il faut avoir les moyens de communication, penser aux moyens de communication, là où on va aller. Est-ce que ça va passer? Est-ce que l'on n'est pas dans une zone où les communications sont difficiles avec les téléphones habituels, notamment lorsque l'on est dans des zones qui sont blanches, où les moyens de communication sont difficiles, que ce soit des moyens de communication traditionnels par téléphone, ou que ce soit des moyens de communication radio. Avons-nous tous nos moyens de prise en charge? N'oubliez pas que les moyens de prise en charge peuvent être aussi déviés. N'oubliez pas que dans votre ambulance, vous avez souvent un brancard, un manette à coquille, un plan dur, parfois un brancard souple. Vous avez déjà 4 moyens qui vous permettent d'allonger des victimes. Donc, vous voyez, vous pouvez réutiliser ces moyens, parfois pas forcément pour ceux pour lesquels ils sont faits, mais dans ces situations-là, vous pouvez réorienter leur utilisation. Et puis ensuite, si vous utilisez et si vous réalisez un repérage secouriste, n'oubliez pas d'avoir notamment des fiches de couleurs ou des rubans de couleurs qui vous permettront notamment de mettre des couleurs à vos victimes, ce qui vous permet de mieux les localiser pour agir dans les premières minutes. À l'arrivée sur les lieux, votre poste de secours va débuter. Vous allez organiser votre poste de secours pour faire face donc à vos urgences traditionnelles et aux victimes traditionnelles qui se présentent à vous dans les postes de secours. Mais là aussi, pensez à la catastrophe. Si jamais une situation de nombreuses victimes survient, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Et si ça se passe,
comment je pourrais réagir? Est-ce que j'ai les moyens qui sont suffisants? Est-ce que j'ai des structures que je pourrais utiliser? Ce qu'on appelle les moyens mobilisables ou les ressources disponibles. Est-ce que l'organisateur pourrait me fournir des moyens qui, au départ, ne sont pas faits pour être utilisés pour ça, mais que je pourrais utiliser dans ces situations-là? Est-ce qu'à côté, j'ai une salle de spectacle qui n'est pas utilisée, que je pourrais faire ouvrir et que je pourrais utiliser? Donc, il faut essayer de voir quels sont les moyens qui sont à votre disposition et que vous pourrez mobiliser si cela est nécessaire. Il faut y penser avant. Donc, il faut imaginer, j'allais dire parfois ce qui est inimaginable, mais imaginer à l'avance les moyens, ce qui pourrait se passer et déjà se préparer à comment je pourrais réagir face à cette situation. Naturellement, si vous pensez que dans votre dispositif, lorsque vous arrivez sur les lieux, les risques sont importants et que la gravité du poste de secours n'a pas été suffisamment prise en compte, il est absolument essentiel d'informer vos responsables pour voir avec eux quels sont les moyens supplémentaires que l'on pourrait mettre en œuvre ou demander éventuellement à l'organisateur de revoir sa manifestation, parfois même avec les secours publics, parfois pour faire, et ça c'est arrivé des fois, pour faire annuler des manifestations parce que les moyens de secours ne sont pas suffisants et les risques sont trop élevés. Cela est valable notamment lorsque vous avez des modifications climatiques. Hein. Ce sont la survenue de pluie, d'orages qui peuvent rendre très compliqué votre dispositif de secours alors que ce n'était pas prévu à l'avance. Voilà un exemple. Une manifestation, ben, ça semble tout à fait calme. Hein, vous avez une marche, hein, c'est une marche. Alors, ce n'est pas une manifestation qui est, j'allais dire, traditionnelle. Ça se passe vous voyez, ce n'est pas en France que ça se passe. Donc, c'est une marche, ce qu'on appelle la marche des fiertés, qui se passe dans un pays. Et cette situation peut-elle devenir catastrophique? Ben, oui, oui, oui. Oui, parce qu'elle est devenue une catastrophe à effet limité. Pourquoi? Parce que sur le trajet, ben, il y avait un tunnel dans lequel s'est engouffrée la population qui était dans cette marche. Et cette population était largement au-delà de ce que l'on avait espéré au départ. Et les gens ont commencé à se comprimer à l'intérieur de ce tunnel, ce qui a créé un mouvement de foule et qui va entraîner finalement un phénomène de compression, un phénomène de panique qui va entraîner de nombreuses victimes. En effet, vous voyez que vous avez des personnes qui essayent de fuir de cette zone-là, ainsi en prenant des escaliers, d'autres personnes qui étaient comprimées, que l'on essaye d'extraire, et vous voyez qui sont déjà malgré tout fortement comprimées et en détresse respiratoire, voire en arrêt respiratoire. Et ça va se terminer bien sûr par un drame, puisque vous allez avoir de nombreuses victimes qui ont été ici identifiées par l'identité judiciaire à l'issue donc du sinistre, et ça va se solder par 21 décès et plus de 350 victimes. Donc vous voyez comment une manifestation qui au départ était une manifestation simple va se transformer en une catastrophe, et ici dans un accident catastrophique à effet limité avec de nombreuses victimes. Dans ce dispositif-là, puisque j'ai revu tous les comptes rendus suite à ce sinistre-là, eh bien, l'organisation des secours, malgré tout, les secours ont été suffisants et tous les moyens de secours qui ont été mis en place n'ont pas oblitéré ou altéré plutôt les dispositifs de secours traditionnels et l'ensemble des victimes ont pu être hospitalisées rapidement. Malheureusement, il y avait quand même de nombreux décès. Donc imaginez-vous, vous êtes dans cette mission de secours, il y a un rassemblement de personnes, vous êtes témoin d'un mouvement de foule, des personnes se font bousculer, elles tombent, elles sont piétinées, vous êtes témoin de tout cela. On peut même imaginer qu'à côté, une structure métallique de genre, peut-être un gradin va s'effondrer, des personnes semblent coincées dessous. Qu'est-ce que vous allez faire en priorité? Quelle est la première action à réaliser? Je vous lance le sondage. N'hésitez pas à répondre directement dans le sondage. Vous prévenez immédiatement votre poste de commandement si vous en avez un. Vous réalisez une reconnaissance pour prendre des mesures nécessaires. Vous faites mettre en sécurité l'équipe et vous mettez en sécurité les moyens de secours que vous avez à disposition ou vous portez secours aux victimes qui restent à terre. C'est la bataille entre deux propositions, entre la proposition A et la proposition C. Laquelle va gagner? On est à 200 réponses. On va attendre de monter jusqu'à au moins 250. La proposition A a légèrement la tête. Donc
encore quelques réponses et on va s'arrêter là. En priorité, on a la réponse A, prévenir immédiatement le PC de commandement. En deuxième position, on a la réponse C, faire mettre en sécurité l'équipe et les moyens de secours. Ensuite, on a la réponse B et D. Alors, je vais être méchant, mais je vais être un petit. Alors, attendez, je suis obligé de. Chaque fois que je vais envoyer la réponse, je suis obligé d'enlever le truc. Alors, pourquoi je n'ai pas mis prévenir immédiatement le PC? Parce que je considère que si vous prévenez le PC, c'est que vous avez déjà commencé à réaliser une reconnaissance. Parce que vous allez informer le PC sur ce qui se passe, donc débuter. La reconnaissance, c'est quoi? C'est l'examen de la situation. Et pour décider quelque chose, il faut avoir examiné la situation. Si vous ne l'avez pas examiné, vous ne pouvez pas prendre aucune mesure, vous ne pouvez pas informer correctement un PC. Donc, la reconnaissance, elle débute immédiatement et c'est ce qui va vous permettre de prendre les mesures nécessaires. Et c'est dans ces mesures-là, vous avez effectivement la mise en sécurité de votre équipe. Et dans cette situation-là, où vous avez un rassemblement de foule, de personnes vont se piétiner, il faut immédiatement mettre en sécurité votre équipe pour ne pas être piétiné à votre tour. Il faut vous mettre en sécurité pour ensuite pouvoir intervenir une fois que la situation sera plus simple. Et à partir du moment où vous avez donc déjà débuté cette évaluation, vous allez pouvoir ensuite, effectivement, prévenir votre PC et leur transmettre les informations nécessaires. Et on va le revoir ça dans la suite. Donc, votre reconnaissance, elle va débuter immédiatement et elle va se poursuivre dans le temps. Elle va se poursuivre dans le temps parce qu'au fur et à mesure de la situation, en permanence, finalement, on évalue la situation et on reconnaît cette situation. Et il y a des éléments nouveaux qui vont apparaître et qui vont vous permettre à la fois de réagir face à ces éléments nouveaux, de prendre de nouvelles mesures et puis ensuite, s'il le faut, d'informer vos postes de commandement. Donc, l'action à mener, après la prévention, voilà, l'action à mener, elle se résume à ce qu'on appelle, nous, la règle des 3 R. Il faut effectuer une reconnaissance pour mettre en sécurité, il faut faire un bilan radio pour informer, et ensuite, il faut faire un repérage secouriste. Et on va rester sur ces 3 éléments. C'est simple à retenir. 1, je reconnais. 2, j'informe. 3, je repère. Et on va les prendre les 3 les uns à la suite. Mais avant toute chose, attention, on n'a pas souvent dans nos postes de secours, souvent on n'a pas mis forcément tous nos équipements de protection. Dès qu'une situation devient difficile, n'oubliez pas, équipez-vous, gardez tous vos équipements, notamment les casques. Les casques sont importants, ils vous protègent votre tête. Lorsque vous avez des situations comme cela, mettez immédiatement les casques, surtout si vous les avez, mettez des chasubles si vous les avez. Le casque vous protège et il vous permet aussi d'être repéré. Attention, lorsque vous avez des VPS, ne vous garez pas n'importe où lorsque vous vous déplacez. J'ai trop vu, notamment dans des exercices, des VPS mal positionnés qui en plus empêchaient les secours d'arriver et d'avoir des actions qui étaient efficaces. Donc, garez-vous correctement, ne pas gêner la circulation, ne pas vous retrouver dans des zones où, notamment dans cet exemple-là, la population va passer parce que vous risquez là aussi d'abord d'entraîner un risque supplémentaire pour la population qui peut se déplacer et ensuite vous pouvez avoir votre véhicule qui est absolument inutilisable parce qu'il doit se trouver dans une zone sinistrée. Ensuite, avant toute chose, vérifiez, gardez un moyen de communication avec vous. Il vous faut pouvoir communiquer avec la cellule arrière, avec votre PC, éventuellement avec le centre 15, le CTA 18, si vous n'avez pas de PC à l'arrière et que vous avez juste un téléphone qui vous permet de prévenir les secours publics. Vérifiez à ce moment-là que vous l'avez avec vous. La reconnaissance, c'est l'opération qui va consister à apprécier les conséquences immédiates de l'événement. C'est ce qui va se passer immédiatement. Vous êtes un acteur du déroulement de l'événement, c'est ce qui est assez caractéristique et différent de ce que font les SCO publics. La plupart du temps, les SCO publics, ils ne sont pas sur place. J'allais dire, ils ont aussi un petit peu le temps de réfléchir sur ce qui va se passer lorsqu'ils vont arriver sur les lieux. Là, vous êtes carrément les témoins. Vous êtes aussi presque des impliqués de l'événement, ce qui d'ailleurs est difficile d'un point de vue psychologique. Donc, cette reconnaissance qui débute dès le début, elle va vous permettre d'évaluer des risques particuliers. Je vous l'ai dit, l'important, c'est de prendre les mesures de sécurité qui étaient nécessaires. C'est le premier événement. Elles vont vous permettre ensuite d'évaluer un nombre, un type et la localisation des victimes pour organiser leur prise en charge, mais aussi, on va le voir, pour informer le commandement et particulièrement les autorités sanitaires. Et lorsque vous allez informer et passer votre premier message d'alerte, il faut quand même donner suffisamment d'informations qui vont permettre au secours de s'engager facilement, correctement et avec l'ensemble des moyens nécessaires. La reconnaissance, ça correspond à quoi? À votre bilan circonstanciel. Quand vous reprenez tout votre bilan circonstanciel, vous avez tous les éléments d'une reconnaissance qui est applicable dans une situation avec de nombreuses victimes. Vous allez ensuite transmettre
ces premières constatations, c'est la deuxième étape, c'est le bilan radio. J'informe et je rends compte. Je vais informer, je vais alerter les secours pour que l'on puisse envoyer des moyens en renfort et éventuellement déclencher un plan de secours Novi. Si d'emblée, vous décrivez une situation qui est un sinistre avec de nombreuses victimes, on va déclencher immédiatement un plan Novi. On ne va pas attendre que nos premiers moyens de secours arrivent sur place. Il faut annoncer d'emblée que vous êtes dans une situation de nombreuses victimes. Il faut le dire, je suis dans une situation avec de nombreuses victimes. Il faut que le mot soit dit, soit enregistré, soit dans le message que vous allez passer. Ensuite, vous avez plusieurs moyens, moyens mémotechniques qu'il vous faut avoir en tête lorsque vous transmettez un bilan ou une alerte au secours public pour une situation à nombreuses victimes. Alors, il y a la forme. Souvent, il faut indiquer qui vous êtes, ce que vous voyez, ce que vous faites et ce que vous demandez. Mais il est important d'avoir les éléments que vous avez dans ce tableau-là. Le fond, la nature. Il s'agit de « je suis en présence d'une manifestation où il y a eu un mouvement de foule ». Vous devez indiquer le lieu exact du sinistre. Nous sommes à la sortie du tunnel Prado Carénage, ou nous sommes à la sortie du tunnel Saint-Joseph sur telle avenue. Les risques, vous devez bien indiquer les risques qui sont présents, les risques immédiats. Ici, dans la situation que l'on a décrite jusqu'à maintenant, les risques, c'est surtout le mouvement de foule avec une population qui se déplace. Et si vous êtes en sécurité, il faut le préciser, nous sommes en sécurité. Il est important d'indiquer les victimes. Bien sûr, vous n'aurez pas compté le nombre de victimes actuellement, mais vous pourrez dire il y a une dizaine de victimes ou il y a de nombreuses victimes. Des nombreuses victimes qui sont allongées au sol, où je vois de nombreuses victimes allongées, d'autres qui sont comprimées, d'autres qui ne bougent plus. Les mesures de sécurité éventuelles que vous avez prises et qu'il reste à prendre, particulièrement arrêter la circulation, couper le gaz et l'électricité, mais ça, c'est dans des situations qui sont assez particulières. Si notamment vous avez besoin que ces mesures de sécurité soient prises, et il faut à ce moment-là l'indiquer au secours public. Je vous en ai parlé, le lieu exact, il faut indiquer, particulièrement s'il y a des zones qui sont inaccessibles, de façon à ce que les secours ne se présentent pas dans ces zones-là, parce qu'ils ne pourraient pas à ce moment-là atteindre la situation. Et puis, d'indiquer les demandes de renfort. Alors, au départ, en fait, on va demander des renforts, on ne précise pas, on précise pas quelle nature de renfort on veut, mais par contre, ce qui est important, c'est de dire qui est sur place. Qu'est-ce que j'ai sur place? On est une équipe de 5 secouristes en poste de secours et nous avons un moyen de secours, c'est notre VPSP, notre poste de secours, et on demande des renforts, bien sûr des renforts pompiers, des renforts SAMU, etc. À ce moment-là, on ne détaille pas trop les renforts, les secours publics, notamment au niveau des PC, savent très bien ce qu'ils vont envoyer dans une situation, en tout cas lorsque vous avez bien décrit le sinistre dont vous êtes le témoin, parce que c'est ce qui va nous permettre d'engager les moyens de secours les plus adaptés. Troisième étape, c'est le repérage. Le repérage, c'est ce que vous allez réaliser, vous, équipier secouriste. Votre objectif, c'est, il y a des victimes, la situation est un peu plus claire d'un point de vue sécuritaire, vous devez localiser ces victimes et les identifier. Alors, entre guillemets, les identifier, ce n'est pas forcément les identifier par un nom et un prénom, mais c'est les identifier éventuellement par un numéro et identifier l'ordre dans lequel elles doivent recevoir des gestes de secours indispensables. Vous verrez qu'il y a certains gestes de secours qu'on peut réaliser au cours du repérage, d'autres qu'on ne réalisera pas, et celles qui doivent être examinées en priorité par une équipe médicale. Pour faire ce repérage, eh bien, vous devez faire votre bilan secouriste. Et le bilan secouriste, vous allez l'appliquer tel que vous l'avez appris. La situation est sécurisée, vous débutez votre repérage. Quelle doit être la première action que vous devez réaliser? Vous êtes dans le cas du repérage. Vous demandez aux victimes, attendez, je vais pousser un peu ça, voilà. Vous demandez aux victimes qui le peuvent de se rassembler à un point sûr. Vous examinez la première victime qui ne bouge pas. Vous examinez les victimes qui sont conscientes mais qui ne se déplacent pas. Vous débutez le repérage en examinant la victime la plus proche. Le sondage est lancé, n'hésitez pas à répondre. Toujours Voilà, pareil. vous avez débuté votre repérage. On n'est plus dans une situation où le risque est important, hein. Vous avez sécurisé la zone où elle a été sécurisée, où le sinistre a eu lieu. Il ne vous reste plus que des victimes qui sont allongées au sol. Nous sommes à 150 réponses sur 300, n'hésitez pas à répondre. On a quand même une proposition qui prend largement la tête.
suivi de très près par une autre. Alors, quelle doit être la première action? Donc, effectivement, je vous demandais de déterminer l'une des premières. Alors, la première action à mener dans cette situation, excusez-moi, Je mets fin au sondage. c'est la fenêtre du questionnaire qui chaque fois m'embête pour passer les diapositives. Voilà. Donc, la première chose, en fait, c'est quelque chose qui peut être fait, j'allais presque au porte-voix, hein, rien ne nous empêche d'avoir un porte-voix, c'est-à-dire que il faut prendre le secouriste qui a la voix la plus grave, la plus forte, celle qui porte le plus, pour demander aux victimes qui le peuvent de venir vers vous, déjà parce que ça vous permet de les mettre en sécurité si elles ne le sont pas là où elles sont, et puis ensuite, ça vous permet de les mettre avec, par exemple, un secouriste qui va les prendre en charge, alors que les autres vont pouvoir effectuer le repérage des autres victimes. Donc, c'est vraiment la première chose, c'est d'essayer de rechercher les victimes valides de celles qui ne le sont pas. La victime valide, c'est celle qui peut se déplacer, qui peut marcher. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas blessée, mais en tout cas, elle peut se déplacer. Ça vous permet d'éviter d'aller la chercher, de la brancarder, donc vous l'amenez dans une zone. Et cette zone, qui est un point de rassemblement de victimes valides, doit être un lieu sûr, dans une zone bien sûr où il n'y a pas de risque particulier, facilement accessible, où vous allez pouvoir organiser votre prise en charge de ces victimes-là. Et donc, la première action, effectivement, c'est de demander aux victimes qui le peuvent de se rassembler en un lieu sûr. Donc, on va le voir. Donc, alors, je vais revenir ensuite sur les autres. Attendez, je vais peut-être y revenir de suite. Sur les autres réponses qu'il y avait. Ensuite, une fois que vous avez effectivement demandé aux victimes valides de se rapprocher de vous, à ce moment-là, vous pouvez poursuivre votre repérage en examinant la victime la plus proche. Vous allez prendre la première victime que vous allez trouver et vous allez commencer à l'examiner. Le repérage, c'est quelque chose qui est simple, qui est rapide. Ça vous permet donc de regrouper les personnes valides pour les mettre en sécurité et éviter leur prise en charge, c'est ce que je venais de vous dire. D'aborder les victimes ensuite les unes après les autres en commençant par la victime la plus proche. C'était la deuxième réponse. Et ensuite, d'examiner les victimes en faisant appel à votre bilan d'urgence vitale. Vous avez fait un bilan de circonstances pour effectuer votre reconnaissance. Et bien là, vous allez faire le bilan d'urgence vitale en réalisant surtout ce qu'on appelle le deuxième et troisième regard, parce que ce sont les deux premières étapes qu'on réalise dans le bilan d'urgence vitale. Donc ce bilan, il va être très court, il va durer quelques secondes. Vous effectuez un bilan d'urgence vitale en essayant de rechercher ce qui tue en premier, et puis secondairement d'apprécier l'existence de détresse vitale. On n'a pas forcément le temps de compter le pouls de chaque victime, on n'a pas forcément le temps de prendre la pression artérielle, on n'a pas le temps de mesurer, on va passer aux autres victimes après. On l'a déjà dit lorsqu'on a fait le bilan, ce sont les deux premières étapes du bilan d'urgence vitale, c'est-à-dire je recherche en priorité ce qui tue en premier, j'apprécie les fonctions vitales à la recherche d'une détresse vitale. Ce sont ce que vous devez faire dans le repérage. Et ça ne prend que quelques secondes. Ça vous permet déjà de décider si vous avez une urgence vitale, de mettre en œuvre des premiers gestes de secours. Les premiers gestes de secours, il n'y en a pas 50. C'est 1, j'arrête une hémorragie si elle existe. 2, je libère les voies aériennes d'une victime qui a perdu connaissance pour permettre ensuite de voir si elle respire. Et troisièmement, je la mets en position d'attente. Les positions d'attente, c'est la position latérale de sécurité, c'est la position à plat dos, strictement horizontale, c'est la position demi-assise pour les personnes qui présentent des détresses respiratoires. Ce repérage, il est suffisant pour attribuer un code couleur. On va le faire avec les exercices suivants. Et puis ensuite, une fois que vous avez terminé votre troisième regard, je vous ai dit, on n'a pas le temps de mesurer, on passe à la victime suivante et on poursuivra le bilan une fois qu'on aura le temps et qu'on aura suffisamment de secouristes pour s'occuper de toutes les victimes. Donc, il existe un algorithme. Je vous propose cet algorithme de repérage secouriste. On va vous le mettre à disposition. Vous allez voir, il est très simple. Ça va vous permettre de décider effectivement cette prise en charge de victime. Et vous allez retrouver votre bilan d'urgence vitale au sein de cet algorithme. Donc, nous allons, dans un premier temps, alors attendez, voilà. Dans un premier temps, nous allons essayer de repérer les victimes valides qui marchent. On l'a vu tout à l'heure dans le questionnaire que je vous ai, les questions qu'on a vues, c'était de déterminer dans un premier temps quelles sont les victimes qui marchent. Venez à moi et on va se mettre en un lieu sûr pour vous prendre en charge. Ces victimes valides, vous allez donc les rassembler en un point. Vous les avez mis en sécurité et au départ, il y a peu de secouristes qui vont s'occuper, mais assez rapidement, il va falloir quand même
essayer de savoir si, dans ce groupe de victimes valides, vous n'avez pas des blessés. On peut marcher et avoir des blessures, on peut avoir des lésions qui parfois peuvent devenir graves ou parfois vont évoluer de façon néfaste. Donc, il va falloir, une fois que l'on a rassemblé les victimes valides, eh bien, examiner ces victimes pour savoir si, parmi ces victimes valides, il y a des victimes blessées. La première chose, bien sûr, il faut leur demander, est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que vous avez autre chose? Est-ce que vous avez mal quelque part? Ça vous permet de localiser les personnes qui sont indemnes, c'est-à-dire les victimes qui sont valides, qui ne sont pas blessées, mais qui peuvent avoir des blessures psychologiques, mais qui n'ont pas de blessures physiques. C'est ce que l'on appelle les indemnes. Je vous rappelle la définition, l'indemne, c'est une victime qui n'a pas de blessures physiques, mais qui peut avoir des blessures psychologiques. Ce sont celles que l'on va orienter vers les centres de rassemblement des impliqués, et on les appellera les indemnes. Ce sont souvent ceux auxquels on va leur donner la couleur verte. Alors, on est là de façon très opérationnelle parce que bien souvent, dès le départ, lorsque vous allez demander aux victimes de venir vers vous et de les rassembler à un point de rassemblement des victimes valides, souvent on n'utilise pas de code couleur dans un premier temps. On va essayer de savoir quels sont ceux qui sont blessés de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont blessés, eh bien, on va les réorienter vers une chaîne de secours traditionnelle et on va voir et on va appliquer la procédure qui suit, alors que les victimes qui sont indemnes, alors que les victimes qui ne sont pas blessées sont des victimes indemnes et elles pourront être prises en charge vers le centre de rassemblement des impliqués, vers le centre d'accueil des impliqués, vers le CAI. Donc voilà la première partie. On l'a vu avec d'autres exemples. Deuxième partie. Allez, on continue. Au cours du repérage, cette fois, vous prenez en charge une victime qui présente une hémorragie externe à la jambe. Vous avez une plaie au niveau de la jambe qui saigne abondamment. Vous êtes un bon secouriste, vous connaissez votre procédure, vous avez un pansement avec vous, parce que vous aviez prévu que si jamais il y avait de nombreuses victimes, il valait bien, c'était intéressant d'avoir quelques pansements à la poche, comme on dit, et quelques garrots aussi à la poche. Vous arrêtez le saignement à l'aide d'un pansement compressif. Elle ne présente pas de signe de détresse vitale apparente. Quelle couleur lui attribuez-vous? On a la réponse rouge en grande tête, avec plus de 60%, 50% des réponses. En deuxième position, on a la réponse jaune. On est à 200 réponses. Il vous reste encore quelques secondes pour répondre, n'hésitez pas. Et on va s'arrêter là. Donc en première position, on a le rouge avec 58% des réponses. En deuxième position, on a le jaune. Et en troisième position, le vert. Personne n'a répondu noir. Bon, très bien, vous n'avez pas répondu noir, c'est parfait. Alors, pourquoi j'ai mis jaune? Parce que, en fait, on est en phase initiale. Donc, n'oubliez pas que vous êtes les premiers intervenants. Ça vient de se passer devant vous. Vous arrêtez immédiatement le pansement compressif. La victime n'a pas perdu beaucoup de sang puisque vous avez arrêté le saignement avec l'aide de votre pansement compressif. La victime ne présente pas de détresse vitale. Vous pouvez la mettre jaune. Vous pouvez la mettre jaune. Vous avez une victime qui ne présente pas de détresse vitale. Une hémorragie a été arrêtée. Ça aurait été complètement différent si vous aviez mis un garrot. Si vous arrêtez une hémorragie externe en utilisant un garrot au niveau d'un membre, à ce moment-là, vous allez la mettre rouge. Et vous la catégorisez donc rouge. Donc là, vous pouvez mettre jaune. Si vous avez un doute, bien sûr que vous pouvez la mettre rouge. Maintenant, il faut faire attention. Le surtriage, c'est-à-dire que quand on met trop de victimes rouges parce qu'on ne sait pas, à ce moment-là, n'oubliez pas que l'un des avantages des victimes rouges, pour nous, c'est que ce sont les victimes qui doivent être vues en priorité par les médecins. Si on a trop de victimes rouges parce qu'elles ont été mal classées, à ce moment-là, vous allez diminuer l'efficacité de vos équipes médicales parce qu'elles auront beaucoup de victimes à voir. Donc, une victime avec une hémorragie externe arrêtée rapidement par un pansement compressif sans détresse vitale, vous pouvez la catégoriser comme jaune. Je poursuis. Voilà. Donc, nous sommes dans cette situation. On est dans la situation donc, de la première étape de votre bilan d'urgence vitale. Vous recherchez ce qui tue en premier. Qu'est-ce qui tue en premier? L'hémorragie externe. Oui, j'ai une hémorragie externe. Je mets un garrot. Je la mets en position d'attente. Et alors, voilà, je suis dans la phase donc ce qui tue. Et dans ce cas-là, j'ai une victime qui présente une hémorragie externe. Si je mets en place un garrot,
je vais la mettre rouge et bien sûr, je vais la laisser en position strictement horizontale. Si vous avez en même temps avec vous une couverture isotherme avec vous, rien ne vous empêche de la recouvrir d'une couverture isotherme et à ce moment-là, vous allez la cocher rouge. Par contre, si la victime présente une hémorragie externe qui est arrêtée immédiatement par un passement compressif et qu'elle n'a pas de site de détresse vitale, vous pouvez la classer jaune. Bon, si vous l'avez classée rouge, ce n'est pas bien grave, on ne vous en voudrait pas pour ça. Deuxième étude, deuxième question. Au cours du repérage, vous prenez en charge une victime qui est inerte, ne bouge pas, ne répond pas et est cyanosée. Après avoir libéré les voies aériennes, la respiration de la victime reprend. Que faites-vous? Vous débutez immédiatement une ventilation artificielle et vous appelez du renfort. Vous l'installez en position latérale de sécurité et vous lui attribuez la couleur jaune. Vous l'installez en position latérale de sécurité et vous lui attribuez la couleur rouge. Vous la laissez dans la position où elle est et vous lui attribuez la couleur rouge. C'est parti, j'ai lancé le sondage. Vous pouvez directement y répondre. Il nous reste à peu près encore 10 minutes de visio. Merci pour les 10 minutes. On est à 200 réponses à peu près. En première position, largement en tête pour le moment, on a la réponse C. Ça continue à monter. Et on va s'arrêter ici. En première position, du coup, on a la réponse C. J'installe en PLS et je lui attribue la couleur rouge. En deuxième position, la réponse B. Et le reste se partage entre la A et la D. Voilà, tout à fait, hein. On est dans le cadre, et on va le voir ici. Nous sommes donc dans le cadre toujours de la recherche en priorité de ce qui tue en premier. Après les hémorragies, on regarde si la victime répond. Elle ne répond pas, on libère les voies aériennes. Après avoir libéré les voies aériennes, on vérifie si la victime respire. La victime respire, vous l'installez en position latérale de sécurité et vous la catégorisez rouge. C'est une victime qui doit être vue en priorité par une équipe médicale, comme celle éventuellement qui a une hémorragie arrêtée par un garrot ou une hémorragie qu'on n'arriverait pas à arrêter. Donc, OK pour cette réponse, c'est parfait. Autre exemple, au cours du repérage, vous prenez en charge une victime qui est inerte, ne bouge pas, est cyanosée et ne respire plus. Que faites-vous? Vous débutez immédiatement une réanimation et vous appelez du renfort. Vous lui attribuez la couleur rouge et vous passez à la victime suivante. Vous lui attribuez la couleur noire et vous passez à la victime suivante et vous revenez dès que possible. Vous lui attribuez la couleur noire et vous pratiquez une RCP. C'est parti, le sondage est en cours. On est déjà à plus de 100 réponses avec la réponse C qui s'envole en tête. 190, 200. N'hésitez pas à répondre. Et on va s'arrêter là. En première position, on a la réponse C. En deuxième position, la réponse B. Et le reste se partage entre la réponse A et D. OK, bon, effectivement, c'était la réponse C. Vous lui attribuez bien sûr une couleur noire, vous passez à la victime suivante et on revient dès que possible. Alors, il y a des éléments importants à préciser à ce niveau-là. On est toujours dans la recherche en priorité de ce qui tue en premier. Ici, on est dans le cadre qui est situé en bas. La victime ne respire plus. Déjà, on est dans le cadre de l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, dans le cas de l'arrêt cardiaque, normalement, on devrait pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Mais si vous pratiquez une réanimation cardio-pulmonaire, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus vous en aller. Donc, du coup, on perd un secouriste. Et n'oubliez pas que dans une situation à nombreuses victimes, dans un premier temps, on essaye de traiter le maximum de personnes et de sauver le plus de personnes. C'est vrai qu'on ne peut pas immobiliser nos secouristes. C'est pour ça que vous mettez en place des pansements compressifs, des garrots. Et c'est pour ça qu'ici, vous n'allez pas débuter une réanimation cardio-pulmonaire. Vous allez la classer noire. Certains préconisent de la mettre en position latérale de sécurité, si vous voulez, mais vous allez la classer noire. Ce n'est pas parce qu'on classe noire une victime qu'on ne s'en occupera plus. Dès qu'on pourra, dès que les moyens seront suffisants, on reviendra voir cette victime pour la réexaminer et éventuellement réévaluer le cas en fonction de son état à la suite de l'examen. Donc, on la classe noire. Attention, si mes souvenirs sont bons, pendant longtemps, nous avions classé ces victimes rouges. Après de longues discussions avec la santé et avec la Direction générale de la sécurité civile, dans le repérage secouriste, on préfère classer les victimes qui sont en arrêt cardio-respiratoire noir. Donc, les victimes qui sont noires, ce sont les victimes qui sont en arrêt cardio-respiratoire.
Et donc, après, l'équipe médicale décidera si elle va voir les noirs, les rouges et éventuellement ce qu'elle veut faire en priorité. Mais en tout cas, on classera les arrêts cardio-respiratoires donc de la couleur noire. On est dans du repérage, et on n'est pas dans du triage médical. Donc, on était dans la dernière partie de notre questionnaire, de notre algorithme. Autre question, au cours du repérage, vous êtes en présence d'une femme qui a été comprimée par un élément de la structure qui vient d'être retiré. Donc, c'est une femme qui a été comprimée. Vous avez enlevé l'élément qui était au-dessus d'elle. Elle est consciente et se plaint d'une douleur à l'abdomen. Elle est pâle, le pouls radial n'est pas perçu. Vous devez lui attribuer la couleur jaune et la laisser dans la position allongée sur le dos. Vous lui attribuez la couleur jaune et vous l'installez en position demi-assise. Vous lui attribuez la couleur rouge et vous la laissez en position allongée sur le dos. Vous lui attribuez la couleur noire. On a une cinquantaine de réponses. Le sondage est lancé. Une centaine. N'hésitez pas tous à participer. On a la réponse C qui a l'air de prendre les voiles, de prendre la tête. Et on va arrêter là. Donc en tête, on a la réponse C. En deuxième position, mais de très loin derrière à 17%, on a la réponse B et le reste est partagé entre la A et la C. Et la D, excusez-moi. Tout à fait. Il faut. Donc la réponse était C. Si l'on revient à notre schéma, dans le bilan, on commence toujours par rechercher ce qu'on appelle ce qui tue en priorité. On recherche en priorité ce qui tue en premier. Ensuite, on va rechercher s'il existe une détresse vitale. Donc là, on est dans le cadre de la recherche, de l'examen des fonctions vitales et de la recherche des détresses vitales. Pour cela, donc, je vous rappelle que c'est juste, vous allez donc apprécier ces fonctions vitales. Vous allez rechercher si la victime présente des signes de détresse respiratoire, de détresse circulatoire. Et dans le cas qui nous intéresse, cette victime qui avait une compression de l'abdomen présentait des signes de détresse circulatoire. Et donc, vous allez l'installer en position strictement horizontale et vous allez la classer rouge parce que l'on a une urgence vitale et il faut vraiment qu'elle soit rapidement vue en priorité par une équipe médicale. Et ce d'autant plus que cette personne-là, malheureusement, elle ne pourra pas bénéficier sur place d'autres gestes de secours qui pourront améliorer son état, mais vraisemblablement, c'est une personne qui devra être évacuée en priorité car le geste salvateur sera vraisemblablement un geste chirurgical et vous ne pouvez pas le faire sur place. Donc, il est important de classer cette victime rouge car elle doit être vue en priorité par une équipe médicale. Toujours dans ce cadre-là, vous voyez que en bas, vous retrouvez un losange sur lequel vous avez les plaies par arme à feu. Bien oui, dans l'examen que vous réalisez au niveau du premier et du deuxième bilan, lorsque vous avez des plaies par arme à feu ou par arme blanche, bien souvent on les voit assez rapidement et on considère que toute plaie par arme à feu ou par arme blanche, notamment de la tête, du cou et du tronc, sont des plaies graves et doivent être prises en charge rapidement. C'est pour ça que si vous avez connaissance et si vous voyez une plaie par arme à feu ou par arme blanche de la tête, du cou et du tronc, vous devez systématiquement classer ces victimes rouges. Ça, c'est suite aux différents attentats parisiens, niçois, que l'on a revu en fait nos classifications et que l'on classe systématiquement en rouge les personnes qui ont des plaies par arme à feu, parce qu'on sait que l'évolution souvent est rapide et souvent dramatique, d'où la nécessité de les classer donc dans la catégorisation rouge, c'est-à-dire victime à être vue très rapidement, qui doit être vue très rapidement par un médecin. Lors du repérage, vous attribuez la couleur jaune à toutes les victimes conscientes, à toutes les victimes conscientes invalides, à toutes les victimes conscientes valides qui ne présentent pas de détresse vitale ou d'hémorragie grave, ou à toutes les victimes qui ne présentent pas de détresse vitale ou d'hémorragie grave. J'ai lancé le sondage. N'hésitez pas à répondre directement sur le sondage. Ouh, ça se bataille dans les réponses là. Ouais. Ah, on a une réponse qui commence à s'envoler, à prendre les devants, mais de pas beaucoup, hein. Les réponses B, C, D sont quasiment à égalité.
On est à 190 réponses. On va encore attendre un peu. On a la réponse C qui commence à prendre légèrement la tête. J'aurais pu préciser cette question, parce que là, je lis en même temps que vous. Euh, on aurait pu plutôt mettre à la place de victime blessée, si ça peut vous aider. Ah, peut-être que les mots de Daniel vont changer la tendance. On va s'arrêter là. Hop Ah, tu là. vois, On a en première position la réponse C. En deuxième position, nous avons la réponse D. En troisième position, la réponse B. Et tout dernier, avec 2% des réponses, la réponse A. alors, c'était à toutes les victimes ou à tous les blessés qui ne présentent pas de détresse vitale ou d'hémorragie grave. Alors, si on reprend l'organigramme ici, regardez, euh, je suis ici. Donc, ce sont des victimes qui n'ont pas de détresse vitale puisqu'on le revoit dans cette partie-là. Donc, je vais la classer par jaune. Pourtant, ici, je suis parti sur une victime qui n'était pas valide. Mais les victimes valides qui sont blessées vont revenir dans la catégorisation classique. Donc, si ici, vous avez par exemple une personne qui présente une fracture de l'avant-bras ou une fracture du bras, elle peut très bien s'être déplacée et vous pouvez très bien la retrouver au point de rassemblement des victimes valides, c'est-à-dire dans la zone où vous avez rassemblé toutes les victimes qui marchent. Mais il n'empêche que cette victime-là, elle a quand même une fracture de l'avant-bras ou du bras. Elle n'a pas d'autres lésions et elle n'a pas d'autres affections, en tout cas d'autres atteintes des fonctions vitales. Elle ne présente pas de détresse vitale. Il faudra la classer jaune parce que c'est un blessé et qu'elle nécessitera une hospitalisation et elle sera évacuée ensuite. Donc, ce n'est pas forcément les victimes qui sont invalides qui sont classées jaunes, mais au niveau des points de rassemblement des victimes valides, ou dans la zone où vous avez rassemblé vos victimes valides, si vous avez des blessés qui n'ont pas de signe de détresse vitale, eh bien, vous pouvez les catégoriser comme jaunes. Voilà, donc je vous ai dit, on gardait les 5 premières minutes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur les situations de nombreuses victimes, tout ce qui va se passer après, mais on va le laisser pour une autre fois, j'allais dire. On va rester dans cette première période, cette première réaction, ces réactions réflexes que vous allez faire à cette fameuse règle des 3 R. Je fais une reconnaissance, j'informe, c'est le bilan radio, ou j'informe mon responsable si c'est sur les lieux. Et ensuite, troisièmement, j'effectue mon repérage et j'utilise mes couleurs. Je vous ai dit au début que il vous fallait connaître vos plans de secours. Il arrive parfois que sur des manifestations importantes, les secours publics vous donnent des bracelets d'identification de victimes. C'est souvent dans le repérage que vous allez les poser aussi, et à ce moment-là, vous allez les poser, vous avez en plus identifié vos victimes par des numéros. Mais notre objectif initial n'est pas de numéroter les victimes, c'est surtout de localiser les victimes les plus graves pour savoir celles qui doivent être vues rapidement par un médecin et en même temps réaliser les gestes de secours salvateurs qui vont permettre aux victimes d'attendre l'arrivée des secours. Ensuite, eh bien, vous ne jouerez pas seul, vous allez jouer avec les autres secours publics, avec les pompiers, avec les SAMU, avec les SMUR, avec, on l'a vu, la CUMP et tous les services qui vont intervenir dans cette situation à nombreuses victimes. Il y a des responsables qui seront nommés avec des directeurs des secours médicaux, des commandants des opérations de secours, des officiers ramassage, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le plan de secours nos vies. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, puisqu'on a voulu rester sur les 5 premières minutes avant l'arrivée des secours et que se mette en place toute cette chaîne ensuite à laquelle vous allez naturellement participer. Mais on reste donc sur ces 5 premières minutes, je vous l'ai dit, qui sont essentielles. Si vous réagissez correctement dans cette première phase, bien souvent, vous rendez beaucoup plus facile l'organisation des secours à la suite aux différents services qui vont intervenir. Pour terminer, 2 diapositives sur les débriefings. Les débriefings, c'est important. Lorsque vous êtes confronté à une situation à nombreuses victimes, que cette situation soit réelle ou que ce soit une situation qui soit jouée, c'est-à-dire si vous avez fait un exercice, il vous faut effectuer un débriefing, c'est-à-dire analyser au calme, à froid, la situation. Le débriefing, il a 2 objectifs. Le premier, c'est améliorer la prise en charge des victimes futures et notamment donc d'améliorer votre performance dans vos postes de secours si vous êtes confronté à de nombreuses victimes. Vous pouvez avoir de nombreuses connaissances, vous pouvez être très compétent, mais en équipe, si vous n'êtes pas entraîné avec votre équipe, vous êtes souvent pas performant.
pour être performant, eh bien, il faut aussi analyser les situations que l'on a vécues. Et lorsque l'on participe à cette analyse de la situation, souvent en essayant de rechercher tout ce qui n'a pas fonctionné correctement, rechercher les erreurs que l'on a pu faire, eh bien, lorsque l'on analyse tout ceci pour contribuer à améliorer les situations futures, ça améliore largement le bien-être secouriste et ça améliore aussi l'état dans lequel on est quand on se dit oh, j'ai fait une erreur, j'aurais pu mieux faire, etc. Mais c'est pas grave, j'ai fait une erreur, voilà l'erreur que j'ai faite, voilà pourquoi on a commis cette erreur, voilà pourquoi j'ai commis cette erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas? Le débriefing, ça n'a pas pour but de mettre des personnes au pilori. On ne recherche pas une responsabilité individuelle. La recherche de responsabilité individuelle, elle n'a pas lieu lors de débriefing. Il faut laisser ça à la justice lorsque c'est nécessaire et lorsque la situation le nécessite. Mais ce n'est pas notre rôle et ce n'est pas pour cela que l'on fait les débriefings. Vous devez identifier les difficultés que l'on a rencontrées, les erreurs que vous avez commises. Ça, il faut l'accepter parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Il vous faut rechercher les causes immédiates. Souvent, vous avez réalisé une erreur, j'ai réalisé l'erreur, mais aussi il faut rechercher des causes profondes parce que cette erreur, si je l'ai réalisée, il y a souvent des causes qui sont derrière qui m'ont aussi poussé à commettre cette erreur. Ça permet de prendre des contre-mesures immédiates si l'erreur, on l'identifie rapidement sur les lieux, sur le terrain. On peut mettre en œuvre des contre-mesures pour qu'elle n'ait pas les conséquences qu'elle aurait pu avoir si jamais on ne met pas en œuvre ces contre-mesures. Ça vous permet ensuite, a posteriori, de revoir la procédure, de l'améliorer pour lutter contre ces causes profondes. Ce n'est pas les causes immédiates qui vont nous embêter, c'est les causes profondes qui sont à l'origine de ces erreurs qui doivent être revues pour modifier nos procédures d'action. Éventuellement, il faut revoir des actions de formation parce que, vous le savez, on oublie les choses. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout considérer. Les conduites à tenir évoluent, les procédures évoluent et naturellement, on peut avoir des manques. Eh bien, les actions de formation complémentaires nous permettront de les éviter. Il est important, lorsqu'on fait un débriefing, de diffuser les résultats de ce débriefing. Voilà ce qui s'est passé, voilà comment on a pris en charge cette situation-là, avec les difficultés qu'on a rencontrées, avec les erreurs qu'on a commises. Et voilà la conclusion que l'on en tire et ce que l'on a décidé de faire maintenant. Et le résultat du débriefing, il doit être anonymisé. On n'est pas là non plus, je vous le dis, pour savoir qui a fait bien, qui a fait mal. Non, voilà ce que l'on a pu faire, voilà ce que l'on a fait, voilà comment on aurait pu faire, et voilà ce qu'il faut mettre en place la prochaine fois si ça se renouvelle. Et il est important dans ces cas-là, en particulier pour les situations réelles, voire même pour les exercices, eh bien de rejouer après cet exercice avec ces nouvelles procédures et avec ces nouvelles acquisitions et cette expérience que vous avez acquise au cours de cet événement, que ce soit un événement réel ou que ce soit un événement simulé. En conclusion, il est essentiel de se préparer. On l'a vu. Préparez-vous lors de l'organisation du poste de secours. Préparez-vous lorsque vous arrivez sur les postes de secours. Préparez-vous à ces situations à nombreuses victimes. Vous devez agir, on l'a dit, en toute sécurité, c'est essentiel. Il faut avoir les moyens de protection, il faut se mettre en protection. Un secouriste blessé, c'est un secouriste qui ne sert plus à rien. Il vous faut appliquer des procédures habituelles. C'est les 3 R. Premièrement, j'effectue mon bilan de circonstances. C'est la reconnaissance. Deuxièmement, j'informe ou j'alerte. Troisièmement, j'effectue mon repérage secouriste. C'est ce que l'on effectue dans la situation à nombreuses victimes pendant les premières minutes. Vous vous rendez compte, vous évaluez ensuite à l'issue, vous partagez l'événement et vous n'hésitez pas de le rejouer pour voir si vous vous êtes amélioré. C'était les 5 premières minutes. Voilà, avez-vous des questions? J'ai été un petit Merci, peu long, non, j'ai commencé avec plus de 10 minutes de retard. Hein. merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel, pour ta présentation. Les questions, on en a déjà pas mal. Donc, vu qu'on a déjà un peu débordé sur le temps, je propose que Julien propose les 5 questions les plus pertinentes et les plus complètes pour que Daniel puisse y répondre. Merci, Julien. Bien, merci Daniel pour cette présentation complète et passionnante sur le thème qui est pas facile de cette situation avec de nombreuses victimes. Effectivement, on a un certain nombre de questions que j'ai essayé de compiler. La première serait sur l'interaction et la place du chef d'intervention, notamment pour les équipes qui vont se présenter en renfort. Est-ce que les renforts qui vont arriver doivent se présenter
au chef d'intervention présent sur place et finalement, quels seraient les éléments importants à transmettre à ce moment-là? Alors, déjà, ce qui est important, ça peut paraître bête, c'est lorsque le chef d'intervention qui est présent sur place, le premier, lorsqu'il passe des bilans ou lorsqu'il passe les alertes, ce qui est important, voir les bilans ou les informations secondaires qui sont transmises sur les PC, c'est important de les transmettre par des systèmes qui sont entendus par tous. Alors, si vous avez des radios, il est intéressant d'utiliser les radios parce que lorsque vous êtes sur place, l'équipe qui arrive peut entendre ce qui se dit. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle peut prendre connaissance déjà de la situation. Ensuite, il est de règle générale que l'équipe qui se présente sur les lieux va toujours, en tout cas dès le début, prendre contact avec le chef qui est sur les lieux. Le chef qui est sur les lieux, ben, c'est le chef d'intervention parce qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est lui qui, pour l'instant, chef de l'intervention. Et c'est vers lui qu'il doit aller. Et c'est lui qui va lui présenter la situation et qui ensuite, éventuellement, à deux, ils vont envisager ce qu'ils vont faire après. Mais on est presque déjà plus dans les 5 premières minutes, là. Hein. Merci. Pour effectuer le repérage, est-ce qu'on a la possibilité de séparer l'équipe ou est-ce qu'il faut rester en équipe de 4 ou rester en binôme ou on peut le faire individuellement avec le matériel nécessaire pour pouvoir voir en un minimum de temps le maximum de personnes? Alors là, je dirais qu'il faut le faire seul. Le principe, si vous voulez, pour se préparer aux situations de nombreuses victimes, vous voulez faire un repérage. Allez, je vais prendre un exemple. Euh, vous avez des bracelets Sinus, tout le monde n'en a pas. Pour ceux qui ne le savent pas, Sinus est un dispositif d'identification national des victimes sur les catastrophes. Ça donne des numéros aux victimes et ces numéros sont uniques, donc on ne peut pas donner le même deux numéros identiques à deux victimes différentes. Si vous avez ces bracelets Sinus et des plaquettes de couleur ou des sparadraps de couleur, ce qu'il faut avoir, c'est des petits lots dans lesquels vous avez éventuellement vos numéros Sinus. Si vous ne les avez pas, vos plaquettes couleur ou vos rouleaux de couleur. Et vous avez un lot pour chaque secouriste. Et le chef d'intervention donne un lot à chaque secouriste et les secouristes partent repérer leur victime. En repérant leur victime, ils vont mettre une couleur dessus. Et l'autre secouriste, s'il voit une victime avec une couleur dessus, ben, il ne va pas y aller. Il va aller vers une victime qui n'a pas de couleur. Et comme ça, en quelques temps, vous allez repérer le maximum de victimes. Et chaque secouriste ensuite revient vers son chef d'intervention en lui disant ben, moi, j'ai repéré 2 victimes jaunes, 3 victimes rouges. Et le chef d'intervention fait le bilan de ses secouristes et au fur et à mesure se construit le bilan de son intervention. Ok. Pour la prise en charge d'une personne en arrêt cardiaque, si on trouve qu'il y a des témoins qui sont à proximité, qui sont valides, hein, qui sont en capacité de réaliser une RCP, est-ce qu'on peut leur laisser réaliser la RCP? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, vous donnez le maximum de chance à votre victime, bien sûr. Oui. Sans gréver vos moyens de secours. Tout à fait, oui, oui. Est-ce qu'il y a une mise à jour du guide pratique qui va être réalisé en prenant en compte ce qui a été fait aujourd'hui? Oui, on va revoir les différentes fiches qui portent sur la situation de nombreuses victimes pour la mettre un petit peu conforme. Elle est ancienne. Les différentes situations que l'on a vécues au fil du temps et les exercices que l'on a fait nous ont amené à rester assez pratiques. C'est vrai que initialement, on mettait les valides verts, si mes souvenirs sont bons. Les arrêts cardiaques, on les mettait rouges et on mettait que les décédés en noir. Les victimes qui étaient ou décapitées ou qui étaient démembrées ou évidemment décédées, on les mettait en noir. En pratique, sur le terrain, sur les exercices, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Bien souvent, effectivement, quand on regroupe les victimes valides, ben, en fait, on ne leur met pas de couleur, on les regroupe en un point. Et après, la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir si finalement, dans ces victimes valides, on n'a pas des blessés. Et donc, du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, dans la catégorisation Sinus, qui est une catégorisation, je vous le rappelle, nationale avec un logiciel national, la classification rouge est notée comme, la classification verte dans Sinus est notée comme indemne, c'est-à-dire des personnes qui sont indemnes de lésions physiques. C'est pour ça qu'on préfère garder le vert aux personnes qui sont valides, indemnes de lésions physiques. Et pour ce qui est
du noir, les décédés ne nous posaient pas tellement de soucis. Par contre, c'est arriver à identifier les arrêts cardiaques des autres. Et c'est vrai qu'en les remettant en noir, ça nous permet de les identifier des rouges qui, eux, ne sont pas encore en arrêt cardiaque. Ça permet de mieux orienter, à mon avis, les équipes médicales quand elles arrivent sur place. Mais si déjà, quand les premières équipes se présentent, vous pouvez leur dire, ben, attendez, ici, il y a des personnes qui sont valides, parmi elles, il y a 4 blessés, et là, il y a le reste des personnes qui sont allongées au sol. On a 4 rouges, 10 vertes, 3 jaunes et une noire. Ben, déjà, vous savez que c'est vraiment un plaisir pour l'équipe de secours qui arrive sur place. Pour organiser ensuite le reste de la chaîne, le reste des secours et mettre en place la chaîne médicale de secours, c'est relativement simple, hein. Vous avez fait le plus gros. Et c'est facile ensuite d'organiser les secours. Si maintenant ben, ce travail n'est pas fait, ben, il va falloir qu'il le fasse. Et donc on perd du temps. Et si on perd du temps, on perd des victimes. Daniel, une dernière question. Pour quelles raisons on ne mettrait pas finalement toutes les personnes, et notamment, je dirais celles qui sont en arrêt cardiaque, on ne les placerait pas en PLS? Ah, mais vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire, je vous l'ai dit, hein, alors, on n'a pas tranché au niveau, je crois qu'on ne l'a pas mis nous dans nos fiches et on n'a pas tranché à ce niveau-là. Maintenant, je ne veux pas dire mettez-les en PLS parce que c'est encore une discussion qu'on doit avoir. Doit-on les mettre en PLS ou doit-on les laisser sur le dos? Quand on sait qu'ils sont noirs, c'est plus facile. Vous le savez qu'une personne qui est en arrêt cardiaque, c'est plus facile à examiner sa respiration lorsqu'elle est sur le dos. Maintenant, certains préconisent, je le sais, de la mise en position latérale de sécurité. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis divergent là-dessus. Bon, je vous laisse le choix de choisir ce que vous voulez. Mais ce n'est pas dit qu'on ne prenne pas une décision là-dessus. Merci beaucoup, Daniel. Voilà. Vous voyez, j'allais dire la médecine. La médecine, mais le secourisme, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Il faut qu'on puisse discuter. Ce que je regrette, moi, dans les webinaires, c'est que je ne peux discuter avec vous que par les questions que vous me posez. Je n'ai pas suffisamment de retours interactifs comme on peut l'avoir dans une salle quand vous êtes présent, lorsqu'on est présent ensemble. C'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que le webinaire nous permet de toucher beaucoup de personnes en même temps. Merci, Daniel. Tu me fais un lien parfait, justement, avec la slide juste après. Ah bon, c'est parfait. Ah pardon, excuse-moi, c'est à moi la passer. Voilà. Oui, donc notamment sur nos prochaines opérations de terrain, on se questionne un peu sur la forme qu'on pourrait donner à la prochaine forme qu'on prendra opération de terrain. Donc dans le billet de sortie, il y aura quelques questions axées un peu sur ça pour savoir comment opération de terrain va évoluer, comment opération de terrain va revenir à la rentrée. Donc n'hésitez pas vraiment à répondre au billet de sortie. Il y a Adeline qui vous a mis le lien à plusieurs reprises dans le chat, je vous le remets juste ici. Et prochaine opération de terrain le 26 septembre sur un thème qu'on vous laissera deviner avec un petit indice On n'a juste pas ici. encore choisi. On n'a pas encore choisi. Il est bon. On n'a pas encore choisi, on n'a pas encore fait le programme. Mais on continuera de toute façon ces manifestations. Mais on y Voilà. réfléchit, on y réfléchit. Très fort. On aura le temps. On va tous se retrouver à Paris pendant 3 semaines, là. On aura le temps de Bah réfléchir. oui, bonne En tout soirée à cas, je vous tous. souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Bon JO pour ceux qui vont faire les JO. Enfin, personnellement, moi, je serai à Paris pendant tous les JO. Beaucoup, que ce soit les administrateurs, beaucoup de personnels du pôle santé, ainsi que beaucoup de personnels du POFO qui auront une activité au JO. J'espère qu'on se verra. N'hésitez pas, si vous nous voyez, à nous interpeller. Et à nous poser des questions et à discuter. Ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra avoir contact avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette année scolaire, j'allais dire, que vous êtes toujours très nombreux à participer. Nous, ça nous fait plaisir parce que ça nous donne envie de continuer et ça nous donne autant de plaisir et encore plus de plaisir à faire ce qu'on fait. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et puis, merci aussi à toute l'équipe qui, avec moi, participe à ces rendez-vous, et notamment à l'équipe du POFO qui travaille beaucoup pour que ce soit parfait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir à tous. Et on va mettre fin au webinaire. À la Bonne soirée. prochaine! Et bonne soirée.